Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Touraine, agronome à la Chambre d'agriculture du territoire de Belfort, et je vais vous parler de la fertilisation des prairies. Sur prairie, un diagnostic peut être réalisé à l'aide d'une bêche, et on veillera à vérifier le bon fonctionnement du sol, la bonne structure grumeleuse, et à déceler d'éventuels dysfonctionnements, comme du feutrage racinaire, de l'hydromorphie ou de la compaction, avec des blocs où les racines ne pénètrent pas pour aller chercher les éléments fertilisants et l'eau. On a l'habitude de parler des trois pôles de la fertilité des sols. La fertilité physique, c'est faire en sorte que la structure du sol soit optimale, que l'eau et l'air circulent de façon optimale dans le sol et de façon verticale. La fertilité biologique, ce sont les animaux que l'on voit, comme les vers de terre, mais également les champignons, les bactéries, qui ont un rôle important dans l'alimentation, notamment en phosphore, et dans la fabrication des nitrates à partir de l'azote organique des sols. Enfin, la fertilité chimique, qui est connue à travers l'analyse de sol, mais la particularité dans les prairies, c'est que l'analyse de sol, on va plutôt la réserver à la vérification du statut calcique du sol, pour voir s'il y a besoin de procéder à un amendement pour les sols qui sont acides. On va vérifier sur l'analyse de sol la teneur en calcium du sol. Par contre, pour piloter la fertilisation phosphopotassique, on va recourir plutôt à l'analyse d'herbes et l'analyse des indices de nutrition IP-IK qui s'effectuent au printemps. Les sols sont soumis à des aléas climatiques de plus en plus importants et donc le rôle de l'éleveur va être de vérifier le bon fonctionnement du sol, d'apporter de la matière organique, notamment grâce aux effluents d'élevage, afin d'optimiser et de favoriser les trois pôles de cette fertilité des sols. À côté des sols des prairies qui sont particulièrement riches en matière organique et donc qui ont une capacité de fournir des éléments fertilisants et notamment de l'azote en quantité importante, la deuxième source de fertilisants pour nos prairies est le cheptel bovin. Et en particulier le cheptel bovin laitier, comme on peut le voir sur cette carte de la densité de lait à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Le massif du Jura est dominé par l'élevage laitier. On a environ un UGB, un petit peu moins d'un UGB par hectare de SAU. Et ce cheptel bovin va finalement apporter, soit par les déjections aux restitués au pâturage, soit sous forme d'effluents épandus par les éleveurs, des quantités importantes d'azote, de phosphore et de potasse, de l'ordre de 60 à 80 kg d'azote, 25 à 30 kg de phosphore et 80 à 105 kg de potasse. Et pour cette potasse, il faut encore ajouter la potasse qui est présente dans les pailles, qui sert de litière et qu'on va retrouver dans le fumier épandu sur les parcelles. Il est important de bien connaître la composition en éléments fertilisants de ces effluents d'élevage. On peut recourir à des références ou à des normes, mais le mieux est de réaliser ses propres analyses d'effluents. En effet, il existe une grande variabilité d'un élevage à l'autre, selon différents paramètres qui peuvent influencer la composition des effluents, notamment la dilution plus ou moins importante par les eaux de lavage ou par les eaux de pluie si les fosses n'ont pas couvertes pour les effluents liquides, et puis également le niveau de paillage, le niveau de production laitière qui va impacter également sur la richesse en éléments fertilisants des déjections. Une fois que l'on dispose d'analyses de ces effluents d'élevage, encore faut-il estimer la disponibilité des éléments fertilisants. Si pour le phosphore, la potasse, la magnésie, la chaux ou encore le soufre, on estime qu'on a 100% de disponibilité, que tous ces éléments sont comparables à des éléments qu'on aurait apportés sous forme d'engrais de synthèse. Pour l'azote, il faut tenir compte du type d'effluent, de la fréquence d'apport, pour estimer la partie disponible de l'azote qui va servir et va être comparable à des engrais de synthèse. Ainsi, pour des effluents solides de type fumier ou compost, et pour des apports réguliers, tous les ans ou 2 années sur 3 sur les mêmes parcelles, on aura une disponibilité de l'azote de l'ordre de 50%. Parce qu'à l'azote épandu de l'année, on peut ajouter l'azote épandu les années précédentes. Pour les effluents liquides de type lisier ou purin, la disponibilité va être plus liée à la période d'apport. Et plus on est proche des besoins, plus la disponibilité va être importante.
Les apports de printemps vont avoir une disponibilité de l'ordre de 60%, alors que les apports d'automne, pour ces effluents liquides, auront une disponibilité de l'ordre de 35%. Il faut également tenir compte des conditions d'épandage. Si les conditions sont très défavorables, notamment s'il y a des pertes importantes par volatilisation, la disponibilité peut être réduite de l'ordre de 10 à 30%. Si on utilise un pendillard, la disponibilité va être plus importante et on peut monter jusqu'à 75% de disponibilité de l'azote du lisier ou du purin. Pour les fumiers et les composts, il est préférable de faire des petits apports régulièrement, tous les ans ou 2 années sur 3, ce qui augmente la disponibilité de l'azote, plutôt que des apports plus importants tous les 2 ou tous les 3 ans. Pour connaître la disponibilité d'éléments NPK apportés par un fumier ou par un lisier, il suffit de multiplier la dose d'épandage par la teneur en azote, phosphore, potasse de l'élément de l'effluent, et enfin par la disponibilité de l'azote de cet effluent. Donc ici, vous avez des exemples de calcul. Pour 15 tonnes de fumier de bovin apporté tous les ans en automne sur une prairie, on pourra considérer qu'on a environ 40 unités d'azote disponibles, 50 unités de phosphore disponibles et près de 100 unités de potasse disponibles pour la prairie. Pour un apport de 20 m3 de lisier de bovin, apporté 2 années sur 3 au printemps sur prairie avec une buse classique en conditions favorables, on va arriver à environ 32 kg d'azote disponible, 22 kg de phosphore et 66 kg de potasse. Il est indispensable d'optimiser les épandages des effluents d'élevage. C'est à la fois plus profitable pour les plantes et donc pour le portefeuille de l'éleveur, mais également ça limite les pertes par volatilisation ou les pertes par drainage ou ruissellement vers le milieu naturel. On a coutume de dire qu'il faut apporter la bonne dose au bon moment et au bon endroit. La bonne dose, c'est le respect des besoins des plantes et des plafonds prévus par les AOP. Le bon moment, c'est ne pas épandre trop tard en fin d'année, ne pas épandre trop tôt au printemps, respecter le seuil des 200-250 degrés qui correspond au démarrage imminent de la végétation. C'est également éviter d'épandre des effluents liquides quand il fait trop chaud ou trop venteux, et avoir des capacités de stockage suffisantes pour ne pas avoir à se retrouver à devoir gérer des épandages en conditions défavorables quand la végétation est à l'arrêt. Enfin, le bon endroit, c'est respecter le cahier d'épandage qui permet d'éviter les risques de transfert dans le milieu naturel. Il existe différents tableaux de recommandations des doses NPK apportées sur prairie. Vous avez ici des recommandations pour des prairies situées sur le plateau du massif du Jura, en fonction de la première coupe précoce ou tardive, pour une parcelle qui aurait un potentiel entre 3 et 6 tonnes de matière sèche. On voit que les quantités d'azote à apporter sont comprises entre 30 et 80 kg d'azote par hectare et par an. Pour le phosphore et la potasse, on est autour de 30-35 kg de phosphore et 80-90 kg de potasse. Alors ces recommandations sont des doses indicatives. Elles vont être en partie apportées par les effluents d'élevage. Et avec la diapo précédente, on voit que les effluents d'élevage apportent déjà une bonne partie de l'azote et pratiquement la totalité du phosphore et de la potasse. Et puis les engrais de synthèse vont être là pour compléter ces apports des effluents d'élevage. Et puis également sur les parcelles qui ne reçoivent pas du tout d'effluents, ces doses sont les doses qui sont recommandées. En résumé, on peut dire que pour les prairies qui reçoivent régulièrement des effluents d'élevage, ce qui est le cas de la plupart des prairies du massif du Jura, un complément de 20 à 40 kg d'azote sous forme d'engrais de synthèse suffit au printemps pour satisfaire les besoins des prairies. Alors l'azote qui est à apporter de façon privilégiée en sortie d'hiver, quand le seuil des 200 degrés atteint 200-250 degrés, de préférence aux apports qui vont être faits après les foins. Ces apports sont moins bien valorisés, notamment dans un contexte de changement climatique, où le facteur limitant devient de plus en plus souvent l'eau et non l'azote. Pour le phosphore et la potasse, les parcelles qui reçoivent régulièrement des déjections animales dans les pâtures et les parcelles qui reçoivent régulièrement des effluents sous forme de fumier ou de lisier
n'ont généralement pas besoin d'apport d'engrais de synthèse phosphopotassique. Pour s'en convaincre, il suffit de faire des analyses des indices de nutrition sur des échantillons d'herbes prélevés au printemps. Les indices de nutrition c'est le seul outil qui est fiable pour piloter la fertilisation PK des parcelles. On se rend compte que dans les analyses qui sont effectuées sur le massif du Jura, on a une immense majorité des parcelles qui sont bien pourvues en phosphore, de l'ordre de 95%. Par contre, pour la potasse, on a entre 25 et 30% de parcelles qui sont déficitaires. Il faudra donc plus particulièrement surveiller le statut potassique des prairies. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si vous souhaitez aller plus loin sur la fertilisation ou réaliser des analyses, je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers. Merci, à bientôt.